La chasse aux sorcières. Trotskiste au turbin. Depuis la Libération, défendre les idées trotskistes au sein d'un cercle savant ou dans la cour de la Sorbonne n'a que rarement représenté un réel péril. Mais l'audace véritable, pour les révolutionnaires, est toujours d'aller provoquer le Parti communiste sur son terrain, devant les entreprises, voire dans les ateliers, pour tenter d'y briser son hégémonie et d'y renouer le lien avec l'esprit originel d'Octobre. Et si leurs ennemis s'échinent à les faire passer pour des phraseurs, des charlatans, des petits bourgeois étrangers au monde du travail, c'est bien parce que les trotskistes se veulent avant tout des militants ouvriers, qui se réclament plus que jamais d'un camp et d'un seul, celui des exploités, dont Karl Marx a fixé jadis la grandiose mission historique. D'où la nécessité vitale de reprendre pied dans les rangs du prolétariat, une tâche à laquelle les trotskistes français n'ont pu s'atteler d'abord qu'avec une extrême prudence, du moins jusqu'à ce que le tournant de mai 68 fasse souffler un premier vent de liberté dans les syndicats comme à la sortie des usines. Bientôt militant du Parti communiste internationaliste, ou PCI, l'organisation trotskiste réunifiée depuis la fin de la guerre, Pierre Avaux entre en usine en 1949. Pierre Avaux. Mon père était peintre au bâtiment, donc fils d'un ouvrier fondeur de chez Godin, à l'épaule Godin. Moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai quitté l'école à 14 ans et demi, 15 ans. Je ne suis pas révolté simplement par la misère sociale ou économique, mais aussi par la misère culturelle du milieu où j'avais vécu. Les travailleurs étaient plutôt pour le Parti communiste, mais je trouvais une grande misère intellectuelle, même dans ces milieux de base du PC, que je trouvais beaucoup de braillards, chantant en international après avoir bu, etc. C'est-à-dire, ce qui fait qu'une de mes caractéristiques, c'est que j'ai jamais idéalisé la classe ouvrière. Dans le mouvement révolutionnaire, le mouvement de gauche, on a eu tendance à idéaliser chez les intellectuels. D'ailleurs, le PC, la direction du PC a joué là-dessus pour faire pression sur les intellectuels, leur donner une mauvaise conscience. Donc moi, je rencontre le mouvement en 48. J'avais fait des petits emplois de bureau, de gras de papier, de grouillot, etc. Je me dis, il faut que j'ai une vraie profession. Donc, je fais un stage de formation professionnelle accéléré. Tout en ayant des préventions contre les communistes, j'adhère quand même à la CGT, je m'organise. Trotskiste, moi je croyais pas spécialement ce que les staliniens disaient, vendu soit à Wall Street, soit au Mikado, soit à Hitler, soit... voilà, bon. Donc j'avais de toute façon des préventions contre leur langage, leur méthode que je trouvais vulgaire, démagogique, et je trouve un élément qui était donc du PCI, quelqu'un avec un langage très, très différent et qui correspond à mes aspirations. Donc j'adhère, pas tout de suite, il m'invite à une réunion, j'y vais, j'écoute, je comprends pas tout. Et j'enchaîne sur un cours du parti alors. Et je demande mon adhésion, donc je deviens militant trotskiste. J'ai travaillé dans des petites boîtes qui ne représentaient pas un grand intérêt pour un travail politique. Donc on me dit, il faut que tu ailles travailler dans une grande entreprise. Et je rentre chez Chausson. Je suis employé à l'usine de Gennevilliers. Et là, il y avait une cellule déjà du PCI. Donc je suis intégré. Je diffuse la presse de la CGT. C'est la vie ouvrière. Je collecte les timbres syndicaux, c'est-à-dire, d'après ce que j'avais appris dans l'organisation, c'est qu'il fallait être un militant exemplaire. C'est-à-dire, faut exprimer les désaccords, ce qu'on pense, etc. Mais il faut pas donner prise à des accusations d'être quelqu'un qui bricole, etc., etc. Dès que je suis rentré en 49, il y a tout de suite une grande grève avec occupation d'usines.
On est chassé par les gardes mobiles. Je suis arrêté par la police et interrogé, relâché, etc. Je me présente ouvertement comme militant trotskiste. Plus tard, militant de Voix ouvrière, l'ancêtre direct de l'actuelle lutte ouvrière, Michel de Pierrepont travaille comme apprenti chez Renault dès l'âge de 14 ans, à partir de 1953. Michel de Pierrepont. Dans le département où nous étions, il y avait une feuille qui s'appelait La Voix ouvrière, qui était animée par les trotskistes de la Voix ouvrière de l'époque. Et physiquement, malgré tout, ils étaient montrés, ces gens-là. Et puis moi, j'observais et je voyais leur comportement. Et je me disais, bon, qu'est-ce qui les différencie des autres? Ils me paraissent relativement... ce sont des militants, quoi. Tous les ans, il fallait désigner des représentants pour être délégués du personnel. Et on venait me voir, on dit, fais gaffe, celui-là, là, faut pas voter pour lui parce que lui, c'est un flic, il est payé par le patron pour nous espionner, c'est un mouchard. Et puis à un moment donné, moi j'ai pas pu, j'ai dit, faut quand même que je tire les choses au clair. Puis le comportement des staliniens, je voyais bien l'hégémonie, qu'il y avait dans l'usine, et puis leur comportement par rapport à tout ce qui était opposant, quoi. Le fait de poser une question, déjà on était suspect. Même des travailleurs qui discutaient avec des militants trotskistes d'une façon appuyée étaient déjà, même si c'était pas vrai, celui-là il en fait partie, quoi. Alors il m'amenait soi-disant des documents montrant la collusion, par exemple, de Voix ouvrière et d'un bulletin Unité et Travail, qui était un bulletin qui était proche d'Occident et de Jeunes Nations. Il m'a amené les deux tracts parce que le premier bulletin VO est paru à l'invasion de la Hongrie. Alors, il y avait l'édito de la VO, et puis il m'a amené l'édito d'Unité et Travail, de l'organisation fasciste. Regarde, c'est pareil, et tout ça, ils disent j'étais submergé par tout ça. Puis il me citait justement le fait, on parlait l'histoire des trotskistes qui avaient déjà été dans l'usine, qui montaient sur le marbre. Ça veut dire, un marbre, c'est un truc qui est assez haut pour faire des discours et tout ça. Et puis, en fin de compte, qui après laissaient tomber, sont partis certains faire le tour du monde et tout ça. Puis ils en rajoutaient aussi parce que on n'avait aucun moyen de contrôler tout ça. Ensuite, j'ai quand même pris position fermement après discussion, justement. Et après, c'est comme ça que je suis arrivé à militer dans les rangs des trotskistes, quoi. Face à la double répression patronale et stalinienne, les trotskistes doivent redoubler et de discrétion et de professionnalisme. Militant de l'actuelle LCR, ou Ligue communiste révolutionnaire, André Fichot anime la grande grève de 1968 au sein des chantiers navals à Brest. André Fichot. On était attaqué par les staliniens, mais dans le milieu hors du stalinisme, on n'était pas rejeté. En plus, on était des gens sympas. On était aux auberges, on chantait, on n'était pas des abrutis. On savait. Non, mais ça faisait partie aussi de ce qu'on savait faire. Et donc, on était acceptés, sauf dans le milieu stalinien. C'est pas très facile, mais bon, j'avais 20 ans, j'ai pas de complexe. On n'a pas de complexe à cet âge-là. On a des idées, on les défend. Tant pis comment ça fait du mal, ça tombe, ça. C'était toujours la réponse à des injures, à des insultes. C'est des gens qui sont pas de chez nous, quoi. C'est des gens d'ailleurs. Nous, on est la gauche, on est le mouvement ouvrier, le parti ouvrier, c'est nous. Eux, ils se disent de gauche, mais ils sont pas, quoi. Ils sont en train de bricoler. Ils vont foutre le feu. Voilà. Pour eux, c'était une dénonciation. Ils savaient très bien que ceux qui faisaient ça, ils savaient très bien que c'était pas vrai. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient leur propagande, quoi. Moi, quand je travaillais bien, mais pour ne pas être critiqué, pour que je puisse faire autre chose. Je faisais des gros trucs, quelquefois. J'ai fabriqué des bateaux de guerre 2 ans pour faire de lignes d'armes. Je fais ça d'un bouche qu'à l'autre. Donc, mais quand je prenais des heures de délégué, j'utilisais mes heures de délégué comme délégué, pas pour jouer à la pétanque. Et j'ai toujours exigé ça de tout le monde dans le truc. On n'est pas vulnérable sur le travail. Il faut donc qu'on soit à la hauteur de son boulot pour justifier son salaire et ne pas être critiqué là-dessus et viré parce qu'on ne sait pas travailler. Mais avec l'optique que ça permet de faire autre chose. Pas pour que le bateau de guerre marche bien, j'en ai rien à foutre. En 2 ans, en 17 ans, je suis arrivé 2 fois en retard, mais ça c'est le métier qui veut ça. Dans l'ensemble, on ne pouvait pas me reprocher quoi que ce soit sur mon travail. Moi, 68, ça a été
une vie intense, quoi, mais parce que on n'avait plus de problème. Moi, je faisais des réunions sur de l'économie politique. Les mecs, ils voulaient savoir comment ça se faisait que l'or n'était plus l'étalon de la monnaie. Je faisais une réunion là-dessus au Nouveau Théâtre, 300 personnes. On pouvait parler de n'importe quoi en 68. On faisait de la formation de masse, comme ça, dans les 400 personnes dans les réunions. Je mettais à 3 sur la tribune, on dit, bon, quel sujet aujourd'hui? Et on parlait pendant 2 heures. Personne quittait la salle. C'était une ouverture d'esprit absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que les gens, ils comprennent pas ça, même y compris dans le mouvement des jeunes actuellement. C'est que quand il y a une mobilisation de ce niveau-là, les esprits s'ouvrent à la politique. Et que c'est à ce moment-là qu'on peut expliquer des choses et faire que les gens deviennent collectivement intelligents. Michel de Pierrepont, militant de la Voix ouvrière chez Renault. Au début des diffusions de tracts de la VO, s'il n'y avait pas de clandestinité, on n'aurait pas pu diffuser dans les ateliers. Parce que ça se faisait d'une façon vraiment clandestine, parce que les staliniens, surtout dans les secteurs professionnels chez Renault, étaient relativement nombreux, avaient des militants. Et bien, systématiquement, quand il y avait des dépôts de bulletins qu'on faisait à certains endroits, eux, ce jour-là, ils ratissaient pratiquement tout l'atelier pour récupérer les bulletins, pour essayer de voir qui les donnait. Quelquefois, il y avait des diffuseurs qui étaient proches de nous, mais simplement proches de nous, parce que ce qu'il y avait de marqué dans ce bulletin, ça leur convenait. Donc, ils en prenaient quelques-uns pour donner à leurs potes et tout ça. Mais il fallait pas qu'ils se fassent voir, parce qu'ils étaient soumis à une pression terrible. Donc, la clandestinité, ça avait l'intérêt, c'était de protéger des gens qui étaient peu nombreux. Alors maintenant, évidemment, ça fait rigoler, parce qu'on peut s'afficher trotskiste, mais à l'époque, non. On prend les bulletins à l'extérieur de l'usine, un petit paquet, en fonction de son lieu, bien plié en 4, et puis, bon, on allait voir quelques gars, et puis on disait, tiens, en voici 3 ou 4, tu vas essayer de les mettre à l'appareil à café, là. Les lieux où les gens étaient censés se passer, se rassembler, bon, aussi dans les chiottes, hein, bon, c'est comme ça, quoi, discrètement. On mettait des petits paquets aux endroits choisis. Mais les gens avec qui on militait, qu'on a fait militer, c'était même un devoir de leur faire avoir une action clandestine. On n'avait pas le droit de les exposer. Et ça, c'était la pression des staliniens qui s'exerçaient comme ça. Membre dirigeant de l'actuel Parti des travailleurs fondé par Pierre Lambert, Yvan Roqueton joue un rôle moteur dans la grande grève de 1968 à Nantes et aux usines Sud-Aviation. Yvan Roqueton. Bon, diriger une grève, c'est prendre du temps et de l'espace, et pourtant, il faut de la théorie pour diriger une grève, contrairement à ce qu'on pense ou qu'on peut penser. Les travailleurs ont constitué leur syndicat pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Et de ce point de vue, moi, je me suis battu pour que les syndicats, et notamment le mien, reste un syndicat indépendant et ne soit pas lié à des décisions qui appartenaient au Parti communiste par ailleurs ou qui auraient pu appartenir à d'autres partis. Moi, je n'ai pas imposé une position de parti. J'ai défendu une position d'indépendance syndicale. Par exemple, ceux qui sont pour le corporatisme considèrent que le syndicat doit être un relais. Mais un relais de qui? Le syndicat n'a pas été subordonné à qui que ce soit. Le syndicat, lui, mais c'est un organisme élémentaire de la classe ouvrière. Quand je dis élémentaire, c'est pas péjoratif, c'est primordial. De la classe ouvrière qui doit se déterminer en tant que tel. Il se détermine par rapport à la confrontation des idées, des militants qui le composent, des syndiqués qui le composent, des gens, ils sont d'origine différente. Mais si on fixe une plateforme, on la fixe en commun, quelle est la plus utile, celle qui a la plus de chance de rassembler tout le monde, d'unir tout le monde. Et comment on peut leur faire aboutir? Est-ce que c'est par des morceaux de grève de 5 minutes? Moi, j'ai connu les grèves de 10 centièmes, débrayer une minute en fin de journée, des trucs où le patron il rigole 5 minutes, vous pouvez faire ça toute la vie, les gars. Non, la grève, c'est la cessation de la production. On bloque la production, on arrête de travailler, on morcelle pas. Ça fait partie, être trotskiste, c'est ça. C'est pas autrement, vous savez, autrement, on peut s'appeler comme on veut, hein. Mais être subordonné à l'ordre établi, être subordonné, c'est être un valet. Un gilet rayé, moi je laisse ça à ceux qui veulent les valets, les gilets rayés, mais la classe ouvrière, il faut qu'elle se débarrasse vite fait de ces gens-là. Michel de Pierrepont. 68, ça a été quand même une bouffée d'oxygène, parce que jusqu'en 68, le PC, il maintenait tout le monde, et puis les calomnies qu'il arrivait à distiller,
Bon, les gens, enfin, ils y croyaient pas, mais c'était possible aussi, quoi. Bon, le fait qu'il y a eu l'internationalisme de certains trotskistes pendant la guerre, eux, ils s'en servaient comme quoi c'était une collaboration avec les troupes allemandes et tout ça, mais bon, c'était très difficile dans la mesure où j'étais pas cultivé politiquement d'arriver à avoir des arguments, puis des témoignages. Donc, après, en 68, bon, il y a eu le déroulement de cette grève, où malgré tout, on a eu un rôle un peu d'élément dynamique dans notre secteur, département 37 où nous étions, quoi. Mais ça représentait pas grand-chose au niveau de l'usine. Le département 37, il y avait combien, 500 ou 600 personnes. L'usine, il y avait 25 000 personnes. On n'a pas dirigé, quoi. On s'est simplement protégé, parce que bon, il y avait quand même la chasse aux sorcières. Protégé avec les camarades de notre atelier où il n'était pas question qu'on nous touche de trop, quoi. Et ça nous a permis déjà de gagner ça, d'avoir un milieu autour de nous pour pas se faire trop casser la gueule au milieu d'eux, quoi. Et après, quoi. Et bon, pour en arriver maintenant, où maintenant ils sont pratiquement inexistants en tant que staliniens. On dit les staliniens, mais enfin c'est plutôt des sociodémocrates que des staliniens, quoi. Membre de la direction actuelle de Lutte ouvrière, l'organisation d'Arlette Laguiller, Roland Spirko est ouvrier depuis l'âge de 18 ans. Entré aux usines Chausson en 1978, il participe d'abord au mouvement de grève de 1982. 10 ans plus tard, il jouera un rôle dirigeant dans les actions de résistance collective à la décision de fermeture de l'usine. Roland Spirko. Le conflit Chausson et le rôle qu'on a pu jouer à Creil, puisque c'était la principale usine qui a monté jusqu'à 5000 personnes, et à Gennevilliers avec d'autres camarades de lutte ouvrière, ça ne peut pas s'expliquer, notre rôle, sans tout le travail militant d'intervention qui a été fait pendant toutes les années qui ont précédé. Moi, je suis rentré en 78, en 82, premier gouvernement de gauche. Les patrons passent à la contre-offensive. Les travailleurs, la CGT conteste un peu. Nous aussi, on était... Bon, j'avais été entre-temps exclu de la CGT parce que j'étais trotskiste, dénoncé comme ayant attaqué les ouvriers d'Idéal Standard avec des matraques aux côtés des CRS, obligé de faire un procès en diffamation pour rappeler les rapports avec le PC et les faire condamner pour ces mensonges éhontés. Bon, et dans le conflit, illustration de l'époque qu'on a vécue là, 82, le Parti communiste donne l'ordre à la CGT de se retirer du conflit parce qu'il y a les camarades au gouvernement et que ça suffit comme ça dans notre grande entreprise. On s'est retrouvés seuls à continuer. C'est nous qui avions impulsé la grève. La CGT, devant 1500 personnes, déclarant « nous nous retirons de la grève », se faisant huer, cracher la figure. Le lendemain matin, des commandos, matraques à la main, attaquant les piquets de grève. Bon, quand s'est posé le problème de la fermeture de l'usine, en tant que militant révolutionnaire, ça me posait le problème de savoir quel était le niveau de combativité des travailleurs et qu'est-ce qu'il était possible éventuellement de faire. Parce que nous sommes prêts à aller très loin, nous sommes prêts aussi à faire des pas petits peut-être au démarrage pour permettre aux travailleurs de reprendre confiance en eux-mêmes. Et quand les travailleurs ont repris confiance en eux-mêmes, nous avons senti cette vapeur qui montait. On leur a proposé une autre étape, et ça a été une grève de 5 semaines, où nous avons tout de suite mis en place les moyens pour les travailleurs, parce que nous sommes des communistes révolutionnaires, de pouvoir contrôler leur mouvement, de le diriger jusqu'au bout, c'est-à-dire mis en place un vrai comité de grève. Et nous avons été amenés à nous heurter, même avec des militants des fois sincères, syndicaux, qui ne veulent pas se soumettre au contrôle des travailleurs, qui veulent garder leur poids d'appareil, mais qui ne veulent pas permettre à la classe ouvrière d'élever son niveau de conscience. Or, nous, dans un conflit, parce que le but que nous poursuivons, c'est la libération sociale de la classe ouvrière, notre rôle essentiel, c'est de renforcer bien sûr le moral de la classe ouvrière et de lui permettre, lui apprendre ses propres capacités pour que les travailleurs prennent confiance en eux, parce que la transformation sociale,
la révolution, pour dire, ne sera possible que le jour où la classe ouvrière mettra cela en avant. Et l'expérience, là où c'est très enrichissant sur le plan militant, c'est que nous avons pu, moi-même, mes camarades, on a pu vérifier la validité de nos idées. Comment, dans la lutte, les gens élèvent leur niveau de conscience. Comment, tout d'un coup, ils sont capables de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Comprenez, cette usine, c'était une usine d'OS. Pas d'ouvriers qualifiés. Hein. Eh bien, les ouvriers qu'on pouvait mépriser, qu'on pouvait penser qu'ils pouvaient rien, quand ils sont en lutte, ils sont capables de faire beaucoup de choses. On a fait des actions spectaculaires. On a envahi pas Radio France, mais France 2. Il a fallu briser ce du silence. Et en passant, tous ceux qui composent sont des charlatans, parce qu'on a obtenu plus que ce qu'on demandait même au départ. Mais auparavant, il a fallu mettre à sac l'hôtel des impôts de Creil. Quand la police a convoqué, il a fallu que 700 travailleurs se rassemblent devant le commissariat pour dire qu'on ne toucherait à personne. Il a fallu aller à Gennevilliers et avec l'accord des travailleurs de Gennevilliers mettre à sac l'usine, l'empêcher de tourner. Il a fallu bloquer d'autres sites et ça s'est terminé par une bataille rangée, puisque le représentant du gouvernement chaque fois essayait de reprendre ce qu'ils avaient lâché. Une bataille rangée devant la préfecture de l'Oise pendant plusieurs heures, qui a été une vraie bataille rangée où les travailleurs sont partis à l'assaut de la préfecture en prenant tous les trafics qu'il y avait chez Chausson, ce sont des utilitaires, et en les faisant exploser devant la préfecture, et ils ont jeté l'éponge. Parce que les travailleurs se sont emparés, grâce au débat démocratique, de ce qui leur paraissait à leur portée, et alors là, ils ont aussi montré qu'ils pouvaient, montrer les dents. Aujourd'hui, la situation a donc changé. Car si les ouvriers trotskistes peuvent désormais militer à visage découvert, sans encourir la violence d'un parti communiste largement affaibli, ils doivent néanmoins faire face, comme tous les autres militants, à une situation de précarité généralisée et de démoralisation massive du mouvement ouvrier. Jean-Paul Gady, ouvrier chez Alstom et militant du Parti des travailleurs. À la réflexion, le combat est plus âpre aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être il y a 30 ans dans une boîte où, somme toute, moi je me souviens, je suis arrivé en 70, il y avait dans le pays 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, il y a 8 millions de précaires avec des travailleurs pauvres, avec une masse de jeunes qui n'a aucune perspective de pouvoir avoir un jour un CDI, quoi. Donc ce caractère de la situation objective, il est quand même incontournable. Et nous militons dans une situation qui a changé, où ce qui pouvait être acquis pour des siècles et des siècles ne l'est plus. Moi, je me souviens, je voulais expliquer, on était dans une des boîtes les plus modernes techniquement en Europe. On a équipé les centrales nucléaires de France avec les turbo-alternateurs, donc c'est pour dire le niveau de technicité de cette entreprise, avec des machines-outils, il n'y avait pas leur pareil dans aucun pays d'Europe d'ailleurs. Et si vous aviez dit en 1970, 1975, 1980 à n'importe quel salarié de ces 2500 salariés de l'usine qu'un jour il y aurait une friche industrielle de 18 hectares au Bourget et que cette usine serait rasée, on vous faisait enfermer, on vous prenait pour un foldingue. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui a nécessité que ça se passe ainsi ? C'est les regroupements internationaux, c'est le fait que cette boîte est devenue Alstom. Alstom étant un grand groupe, a décidé de regrouper les activités de production des turbo-alternateurs sur le grand site de Belfort où il y avait 10 000 bonhommes à cette époque. Et donc ils ont mis le temps, mais ils ont mis 4-5 ans pour tailler à la hache dans les effectifs. Et puis après, quand on n'a plus pu résister, parce qu'on a résisté comme des bœufs sur cette entreprise, ils l'ont finalement rasé une fois que les 100 derniers ouvriers ont été déglingués.
Quand on a connu ça et qu'on a connu les conséquences que cela a eu sur les salariés, sur leurs familles, moi j'ai commencé à regarder, à faire une étude avec des copains sur le taux de suicide, sur tous les copains qui sont morts avant 60 ans, c'est-à-dire avant de pouvoir avoir la retraite. Ça nous prend à la gorge, cette histoire-là. On sent bien que là, très directement, la fin d'une épopée industrielle d'une boîte, sa fin, c'est aussi la fin des conditions d'existence de dizaines, voire de centaines de familles dans des conditions normales. Ce sont des réalités, je veux dire, qui nous confirment dans le fait que, oui, la lutte de classe existe, les rapports de classe existent toujours, et puis ça, on peut pas le masquer, on peut pas le cacher. On peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais ça existe véritablement. Chez Alstom ou ailleurs, dans cette période-là ou dans une autre période, à mon avis, être trotskiste, c'est considérer qu'il y a une perspective. La justesse de ce combat émancipateur qui passe par maintenir son emploi et maintenir les acquis, hein, c'est le b.a.-ba, c'est le premier pas. C'est ça, c'est avoir cette conviction et justement de ne pas d'être le moins sujet possible à un découragement, à un affaissement, à un renoncement militant. Et oui, on s'est mis à dos beaucoup de force. Et quand il a fallu, y compris, adopter des méthodes de lutte de classe qui étaient des méthodes de résistance et qui étaient pas reconnues comme étant légales, hein, occupation d'usine, utiliser des moyens un peu musclé, la répression syndicale s'est fait jour et je fais partie de ceux qui ont eu à subir la répression syndicale avec menace de licenciement pour faute lourde et tout. Bon, toute une bataille dans laquelle il fallait avoir la conviction que ce que nous faisions pouvait être utile pour donner confiance à tout le monde sur le fait qu'on pouvait résister. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français.